Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le Conseil électoral provisoire est dans l'œil du cyclone suite au rejet de la candidature de Jackie Lemarque pour les prochaines présidentielles haïtiennes. L'organisme électoral fait l'objet de vives critiques de la part des candidats écartés. Ces derniers crient à l'injustice. Ils exigent du CEP leur réintégration dans la course électorale. Génard Joseph, coordonnateur général de la plateforme Vérité, demande la réintégration de Jackie Lemarque sans condition dans la course électorale. Bon, jusqu'à présent, c'est par la voie des zones que nous-mêmes, dans la coordination nationale, là, nous sommes au courant de décisions et que c'est PA tapon. Donc, déjà, son décision, l'entendez la travail. Jusqu'à présent, côté m'a parlé avec nous là, CPA, en ma qualité de coordonnateur national, je n'ai jamais recevoir aucune correspondance, aucune notification de CPA que Jackie est sorti de la liste. Ça veut dire pour moi-même, en qualité de coordination, je risque de connaître que encore Jackie est encore dans la liste. Mais puisque nous faisons confiance à la presse, nous faisons confiance à la presse pays, donc nous prenons information ça avec un pile indignation. Et le fondamental, qu'il faut clair pour tout Haïtien, que Jackie n'a pas gagné aucun problème de décharge. Jackie était directeur de NFP, et bien il demandé des charges pour ça avant même l'État l'inscrit. Les contestés pour question de charges, il allait à défendre devant KIPA et BCD a pris une décision qui dit clairement que contestation ça sur question de charges pour commission présidentielle que porter contre Jackie yo fantaisiste, yo en dehors toute la loi et par ces motifs nous avons regardé jugement qui est clair. Dans la décision, il est clair que Jackie, pas CPA, m'a répondre décision tribunal CPA dans BCDA. Que Jackie, pas ordonnateur et pas comptable de deniers publics, et jeté des revers de main toute contestation il fait sous des questions de décharge contre Jackie pour question commission présidentielle. De toute façon, c'est certain qu'il est capable d'une position politique. Parce qu'il faut une clé sur ça. Parce que nous-mêmes, la presse, nous dans le pays, depuis vérité apparaît, peuple haïtien prend comme outil politique pour changer les conditions de vie matérielle. Et depuis vérité a parti sous choix candidat au législatif, déjà il fait peur à tout le monde parce que c'est nous certain que ces candidats vérité, nous choisissons des candidats qui pourraient passer dans le premier tour. Et nous mettons quel que soit le monde qui a fait regarder, qui a fait sondage, qui ces sondages truqués, qui ces sondages magouillés, de toute façon après candidat, ni en qualité, ni en quantité, candidat vérité, yo bien chargé choix le passer. Et on n'a pas aimé qu'elle a attiré attention la presse sur lui. RNDDH, mettez dehors en liste des sans-vergogne qui pas habilité pour participer dans la course électorale et que CEP ça, au mépris de la loi, qui est dans la liste, à vérifier la liste, plateforme vérité qui a plus de candidats inscrits dans le législatif là, et qui a plus de candidats agréés dans le législatif là, nous n'avons aucun, ne rend pas nous de sans vergogne. L'UNO dénonce la décision des autorités dominicaines d'expulser de leur territoire plus de 300 000 Dominicains d'origine haïtienne en raison de la couleur de leur peau. Il s'agit d'un acte raciste qui mérite d'être condamné, selon le syndicaliste Josué Mérilien qui appelle à la solidarité internationale pour forcer les Dominicains à revenir sur leur décision. Josué Mérilien. Nous dit, au niveau de l'UNO, ça qui je dis est important, c'est pas pareil pour accueillir 300 000 Dominicains que le gouvernement dominicain a envoyé, c'est mobiliser pour faire que le gouvernement dominicain campe sous ce raciste là. Qui, côté li décidé, tout Dominicain qui pas de clair, qui pas grimo, c'est haïtien, il y a pipi autourné. Tout dit tout, son crime lorsque le gouvernement dominicain voulait arracher en deux cultures, en deux pays, de Dominicains qui ne gagnent rien à Haïti, qui ne parlent pas langue là, qui ne connaissent pas la culture pays nous, pour venir la guerre là, pour venir augmenter la misère pays d'Haïti. Donc c'est son crime, et que dans ce sens, nous devons lever campagne dans le pays
pour demander que la République dominicaine campe sous mesure racistes là et nous devons demander ensemble de cette fois reprise mouvement solidarité internationale là qui était commencé et que le gouvernement ça a été cassé. Nous demandons toute organisation internationale, tout pays qui comprend que c'est raciste, c'est criminel que le gouvernement dominicain, élite politique au parti, l'élite politique dominicaine, économique dominicaine a fait là pour continuer à manifester solidarité avec Haïti dans le gouvernement dominicain pour le camper sous le sac raciste là que le posé là. Donc nous-mêmes, nous disons que question qui est importante, ce n'est pas pareil pour accueillir 300 000 Dominicains que le gouvernement dominicain a fait pour nous, c'est pareil pour lever camper, pour faire que la République dominicaine camper sur ça, de pareil nous, pour commencer, pour nous lever pour nous, demander tout pays qui a déjà commencé pour les solidarités, pour que la République dominicaine a trouvé isolé et obligé de camper ce mouvement. C'est ça qui est important. Parce que je veux dire, nous déjà un pays que nous plus pas manger, pas boire. Là, on fait 300 000 Dominicains pour nous, c'est misère qui va augmenter, c'est violence qui va augmenter plus. Donc, nous ne pouvons pas, comme citoyens, rester bras croisés, garder la République dominicaine, le gouvernement dominicain, qui a confié avec le gouvernement haïtien pour appliquer aux mesures aussi racistes, aussi, n'a-dit, tuatoires au pays. C'est pour ça, nous inviter toute population, lever camper contre le ça et demander que tout pays, il n'a dit, sous la terre bénie, toute organisation qui a besoin de droit pour lever camper. Parce que c'est droit tout gagner de vivre la caille. C'est comme si qu'on y a là, on a ici qui vivent là, qui ne pas parler de barabéé. Donc parce que grand parler de barabéé, c'est là la vivre, il faut nous pimper le Bahamas. Donc parce que c'est qui pas correct et qu'il faut lever camper comme citoyen, comme monde. Lancement officiel ce lundi 22 juin 2015 des examens de la 9e année fondamentale sur tout le territoire national. Ces épreuves concernent 206 330 candidats. À Port-au-Prince, selon certains responsables de centre, les consignes du ministère de l'Éducation ont été respectées. Pour la première journée, l'organisation a été impeccable. Aucun retard n'a été enregistré. Denis Gessner, responsable d'un centre d'examen, invite les élèves à respecter les normes en vigueur pour le bon déroulement de l'ensemble de l'épreuve. Donc, pas de problème copie, pas de problème au niveau texte, nous pas rencontrer de problème ça. Non, jusqu'à présent, texte à la portée de Timounio et m'a regardé texte à la Timounio en mesure de composer. Est-ce qu'une fois que le processus de correction tout commence? Non, et il va prendre un temps plus que c'est jeudi, nous commençons avec l'examen détail. Semaine prochaine, soit lundi, il a commencé à faire. C'est une fois, il faut terminer net avec l'examen détail avant de commencer le processus d'inscription. Nous notons des mots d'ordre effectivement vrai, dans l'entrée, nous essayons de vérifier, c'est plus sur le téléphone. Malgré qu'on est depuis l'année dernière, nous prenons le téléphone interdit, mais on ne peut pas venir avec, mais maintenant nous sommes très stricts sur ça. Nous avons fait quitter le téléphone dehors. Et en pile, nous sommes déjà habitués à ça. Et pour 3 jours, ils font quitter le téléphone là. Est-ce que nous allons enregistrer des élèves absents pour les jours? Jusqu'à présent, nous avons à peine ramassé, c'est-à-dire le premier examen à peine terminé là. Pourquoi je viens de procès verbal, c'est à partir de procès verbal, je suis capable d'avoir une idée sur la quantité d'absents. Mais matin, effectivement, nous, pourquoi c'est le premier jour? Il y a des gens qui veulent vers les 9h30, 10h. Sont effectifs combien de monde au moins 16 ans d'après recevoir? Et si nous n'avons pas de chiffre là en tête, mais chaque salle, c'est 12 salles, chaque salle douée, il y a 35 candidats. Matin, ils ont composé dans la communication française et selon horaire là, à 11h30, nous supposons faire entrer, il a composé 1h30, il a composé dans le sens expérimental. Combien de temps ils peuvent la et épreuve matin, il dure 3 heures de temps. Et après-midi, elle a duré 2 heures de temps. Souvent, ça, il va pouvoir juste pour que tout le monde parle avec vous, il y a des bases qui sont appuyés. Bon, message là, qui s'altaille. Que tout le monde, durant 3 jours, ça, ils font un ticket de téléphone, ils font un ticket de feuilleton, concentré sur l'examen. Après 10 mois de classe, sont épreuves liées, tout ça, ils doivent dans la salle de classe, on a son épreuve liée, font un ticket de téléphone, font un ticket de feuilleton. Après 3 jours, ça, au moins, il y a repris le téléphone. Si ça pas vous entendez que si vous avez plein d'examens difficiles, ne pas comprendre, ça ou pas recenser ça. Si m'a besoin beaucoup jeune.
Au contraire, il y a un petit monde depuis 10h30 qui déjà fini composer. Les élèves ont été examinés en communication française et sciences expérimentales pour la première journée. Plusieurs se disent satisfaits du bon déroulement des épreuves qui vont durer 3 jours. Ils estiment que les textes proposés étaient à leur portée. L'examen, c'est pas mal. Ça, nous recevons l'examen presque à 9h, mais quand même, nous. Alors, par contre, pour tout élève, mais pour moi-même, c'est dégagé quand même. Bien que je ne peux pas répondre avec toutes les questions, mais l'examen n'est pas difficile. Ce n'est pas parce que je ne peux pas répondre avec toutes les questions pour me dire que c'est difficile. Mais il n'est pas difficile. Alors, le professeur travaille, l'examen, il travaille dans la salle. Alors, il y a quelques questions qui échappent nous. Quand même, moi dégagé quand même pas tellement difficile. Dans quelle matière vous avez proposé matière? C'est français. Je pense que ça m'a vraiment rempli, vraiment rempli, t'es un pile d'élèves dans la salle. L'examen, ça va durer combien de jours? Ça va durer 3 jours. Ça m'a gagné comme expérience. Je fait tout ça dépend de moi pour me réussir l'examen. Donc vous devez préparer l'examen? Quand même, moi aussi, je peux me gagner une note. Les mouvements là, je vais aller étudier une note et puis pour me capable réussir. Bon, l'examen, il était facile, mais pour moi, il était facile, mais il y a quelques bails nous pas tellement fait. Oui, nous sommes jeunes tout bail à l'œil. Nous allons faire ça expérimental. Est-ce que c'est ça notre travail dans l'école? Non, ou pas? Est-ce que le programme là est approprié à l'examen? Oui, ça nous travaille dans l'école là, c'est pareillement lui-même. Bon, expérience, moi, c'est passé pour mal faire 3e. L'examen était très facile, battre difficile même. Il était très facile, battre le gagner en pile bagaille, battre café. On a fait tout, on plein fait la net. Donc dès qu'on a étudié, il y a possibilité pour te composer bien matière? Oui, on a juste repasser leçon yo et puis repasser bagaille grammaire yo et puis vocabulaire yo. Les mal composé sous fait là, moi c'était facile. Pour ma petite licence expérimentale là. Quel examen nous devons matière? Communication française. Donc vous dites communication française là, à la portée de tout le monde qui a étudié? Oui, dès que vous repasser au café. Donc est-ce que ça nous dans l'examen, c'est pour que nous apprendre dans l'école? Non, c'est yo nous jouons dans l'examen en jeudi. Oui, même que examen l'école pas non plus difficile que examen ça, moi examen ça très facile. Donc en clair, est-ce que vous avez expérience? Qu'est-ce que c'est expérience oui? Comment vous réussir pour examen? Donc vous allez faire 3e? Oui. Qui est dans l'école? Au Jean Glad. Qui sous bon message vous pouvez mettre notre petit monde qui ça la vie? Bon, c'est repasser avant de venir composer, repasser et puis examen très facile, pas mettre crainte dans tête tout. Communication française. Quel examen vous avez fait? Sciences expérimentales, physique. Comment ça t'est dans la salle là? Est-ce que tu as un examen à l'heure? Est-ce que tout le bagage est OK? Oui. Qui espère ça? Moi, j'espère que je vais réussir quand même. Peu importe la façon dont je vais réussir. Donc combien de jours l'examen a duré? 3 jours. Très bien. Communication française. Comment tu es composé même? Très bien. Est-ce que l'examen nous jeunes, c'est bagaille au moment où tu travailles dans l'école? Non, mais comment ça dit? Oui, tu travailles dans l'école avec nous. Mais ok, donc vous dites l'examen est à la portée de tout le monde, mais est-ce que vraiment tout le monde dans cette salle là est capable de faire l'examen? Est-ce que pas des petits plaignants, bagaille pas comprendre dans cette salle là? Oui, il y a un monde quand même qui te plaint de ça. Qui examen on peut faire bon? C'est expérimental. Mais qui sont partis de l'examen ça? Bon, ma fille vraiment. Est-ce que vous passez ou bien comment? Ah oui, je passe quand même. Les dirigeants de l'UNO dénoncent le non-respect des engagements pris envers les enseignants du secteur public par l'État haïtien, particulièrement les différents accords signés entre l'État et les organisations enseignantes. Ils menacent de bloquer la nouvelle rentrée des classes en septembre prochain si rien n'est fait pour répondre à leurs multiples revendications. Certains d'entre eux sont au micro de Jean-Aubert Delciné. Je dis à nos contextes que ces questions élections, ces questions politiques à parler, nous-mêmes au sein de l'UNO, nous décidons de continuer à poser problème qui lié à la question éducation dans le pays. Côté que nous joignons un ensemble de monde qui décident volontairement former monde dans la société, mais malheureusement, c'est eux-mêmes qui sont plus maltraités. Nous devons situation côté que un ensemble de responsables, que ce soit dans le ministère de l'Éducation nationale, que ce soit dans l'État, ils ont décidé volontairement passer enseignant en bas bêtise. Passer enseignant en bas bêtise comment? C'est dans le sens où, je dis à nous dans une situation côté que tu as gagné plusieurs accords qui signés entre ensemble d'organisations syndicales, y compris UNO,
et l'État haïtien et gouvernement haïtien côté que accord ça yo pas respecté. Te gen accord 13 mai 2014. Te gen accord 28 juin 2015. Particulièrement dans l'accord 28 juin 2015 là, gon ensemble d'engagements que l'État haïtien prend, gouvernement haïtien prend par rapport à un ensemble de problèmes qui posaient. Problème qui était posé par rapport à la question arriéré salaire. Pour un ensemble de monde qui était nommé sous ministre Vanner, près de 7000, mais malheureusement, un an et demi après, moun sa yo pas gain accès à ça m'était capable de rémunération. C'est un problème grave, mais jusqu'à présent, problème ça justement pas qu'on résoudre. Problème qui est lié à question nomination tout, ensemble de professeurs, ensemble d'enseignants qualifiés qui en salle de classe cap travail, mais malheureusement, nomination ça ou pas qu'à fait. Problème qui est lié avec question carte assurance, problème qui est lié avec question crédit pour enseignants. Donc, une situation de problème, côté que jusqu'à présent, nous n'en fait année académique 2014-2015 là. Nous arrivons dans une situation côté que l'école censée fermer, pas gagné qui fait l'État, gouvernement pas prendre responsabilité. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. À Bruxelles, le marathon des réunions pour éviter le défaut de paiement grec vient de commencer. En ce moment même, le Premier ministre grec rencontre ses créanciers, la Commission, la Banque centrale et le Fonds monétaire international. Tous se veulent rassurants. Je pense qu'il est temps de trouver une solution pérenne et viable qui permettra à la Grèce de revenir à la croissance dans la zone euro, accompagnée de justice et de cohésion sociale. Ce soir, les dirigeants des pays de la zone euro se réuniront lors d'un sommet européen extraordinaire. C'est qu'Athènes est à court d'argent et ne peut pas, sans nouvel accord, rembourser les 1,5 milliard d'euros qu'elle doit au FMI au 30 juin. Hier, la Grèce a envoyé de nouvelles propositions de réforme. Aucun détail n'a été fourni, mais il pourrait s'agir notamment de l'accélération des suppressions des pré-retraites. Des mesures qui rendent optimistes les partenaires européens. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que ce soit un accord partiel ou un accord limité dans le temps. Je suis pour un accord global et pour un accord durable, pour que nous ne puissions pas avoir de nouveau dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de nouvelles interrogations sur la Grèce. À Athènes, les Grecs restent inquiets. Il faut un accord à tout prix, sinon nous sommes condamnés. J'espère qu'il y aura de la prudence des deux côtés, qu'il n'y aura pas de nouvelles mesures drastiques, sinon la Grèce va s'effondrer. Hier soir, plusieurs milliers de personnes ont manifesté devant le Parlement grec pour clamer une nouvelle fois leur attachement à l'Europe et à la monnaie unique. A filtré dans la presse. D'ailleurs, la presse était presque dithyrambique. Le quotidien Tanea titrait en une que Athènes allait signer un accord et que ça se faisait au prix de transgresser les lignes rouges d'Alexis Tsipras. Et donc, ces mesures qui ont été proposées par Alexis Tsipras concerneraient notamment, d'après les sources gouvernementales, l'augmentation de la TVA sur la consommation. Elle passerait à 23%, la suppression du départ à la retraite anticipée ou encore une multitude de taxes pour tous les revenus qui seraient au-delà de 30 000 euros par an. Forcément, ça fait débat dans la société. Certains considèrent que Alexis Tsipras a cédé à l'austérité pour faire plaisir aux créanciers et pour recevoir la tranche de 7 milliards d'euros qui est vitale pour la Grèce. Parce que, vous l'avez dit, les caisses de l'État sont vides et les Grecs continuent de retirer leur argent des banques. Et donc, Alexis Tsipras aurait cédé à cette austérité. Et pourtant, ce n'est pas suffisant pour les créanciers. Les créanciers, notamment le Fonds monétaire international, demandent des coupes clair sur les salaires et sur les retraites, ainsi que l'augmentation de la TVA sur d'autres produits que la consommation. Et c'est peut-être ça, la pierre d'achoppement. C'est sur ça que vont porter certainement les négociations ce soir. Ça risque de se terminer très très tard et sans doute sans accord. Sauf que le temps presse puisque la Grèce a jusqu'au 30 juin pour rembourser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international. Sinon, c'est le défaut de paiement. À Berlin, l'éventualité d'une sortie de la Grèce de la zone euro inquiète au plus haut point. Angela Merkel l'a répété ces derniers mois, Athènes doit rester au sein de l'Union monétaire, mais pas à n'importe quel prix. Pour la chancelière allemande, la condition sine qua non est l'application des réformes promises en contrepartie des milliards prêtés ces derniers mois. Sans cela, aucun accord n'est envisageable. En France, le son de cloche est sensiblement le même.
François Hollande veut un accord le plus tôt possible. Si nous pouvons conclure ce soir, c'est mieux. Sinon, il faudra que les bases d'un accord soient posées ce soir pour qu'il puisse, cet accord, être obtenu dans les jours suivants. Paris prête actuellement près de 68 milliards d'euros à Athènes, une somme qui pourrait ne jamais être remboursée en cas de Grexit. A l'inverse, plusieurs pays de la zone euro voient d'un mauvais œil les négociations à Bruxelles. L'Espagne, le Portugal et Chypre ne s'imaginent pas qu'Athènes reçoive un traitement de faveur, le même qui leur a été refusé en 2009 en pleine crise économique. Également hostile aux tractations des petits pays comme la Slovaquie, les retraités y perçoivent entre 350 et 500 euros par mois. Le salaire minimum ne dépasse pas les 400 euros. Ces chiffres, plus faibles que ceux de la Grèce, expliquent à eux seuls pourquoi le pays est l'un des plus intransigeants face à Athènes. Ces migrants sont arrivés sains et saufs en Italie. Une traversée de plusieurs jours dans des embarcations précaires. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Fin avril, 800 migrants périssent noyés en Méditerranée. Ils fuyaient la guerre dans leur pays. Une situation d'extrême fragilité dont profitent les réseaux de passeurs. Et c'est à ces derniers que l'Union européenne veut s'attaquer. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que les trafiquants, les passeurs mettent des gens désespérés sur des tout petits bateaux pneumatiques ou des bateaux de pêche qui sont si remplis qu'ils peuvent à peine naviguer. Ils naviguent avec des moteurs défectueux et ils n'ont pas de système de navigation. Baptisé EUNAVFOR-Med, l'opération est lancée ce lundi par les ministres des Affaires étrangères. D'ici une semaine, les 28 mettront à contribution des navires, voire des hélicoptères et des avions patrouilleurs. Mais pour être efficaces, ils doivent intervenir directement en Libye, d'où partent la plupart des bateaux pour l'Europe. Intervenir en Libye, c'est surtout s'attaquer aux bateaux-mers, à la base du trafic, et à partir desquels partent les petites embarcations. Si l'ONU se dit favorable à une intervention dans les eaux territoriales libyennes, elle attend toujours le feu vert des autorités locales. D'où un dispositif limité. Les opérations ne peuvent se faire pour l'instant que dans les eaux internationales, c'est-à-dire très loin des quartiers de passeurs. Autre contrainte, l'État libyen est actuellement coupé en deux, géré par deux factions rivales. Des négociations sont en cours pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais l'issue reste incertaine, auquel cas l'initiative européenne ne passerait pas à la phase suivante. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.